Ouverture au duel des idées. Luc Ferry, vous allez nous rejoindre, je vous en prie, Luc Ferry, prenez place avec Danny Cohn-Bendit qui est avec nous en direct. Bonsoir Danny Cohn-Bendit. Vous allez bien. Voilà, Danny Cohn-Bendit, merci beaucoup. Je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Asseyez-vous Luc Ferry, voilà vos dernières communications. Bonsoir Danny Cohn-Bendit. Yes. Oups. Bonsoir Darius. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Bonne année à Danny Cohn-Bendit, bonne année Luc Ferry. Merci à vous, mais bonne année à vous deux. Et bonne année à celles et à ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs entrées successives, donc encore tous nos voeux, on s'est déjà souhaité bonne année. Comment commence-t-elle d'abord en politique ? On va parler très largement ce soir de Musk, de Mélanie, de Vladimir Poutine, des États-Unis et de la technologie, des grandes fortunes. Il y a le classement des très grandes fortunes, du danger djihadiste dont on parlait tout à l'heure avec Alain Bauer. Mais d'abord la rentrée politique de Marine Le Pen à Mayotte. Regardez ces images. Marine Le Pen qui est à Mayotte en terrain tout à fait conquis, puisqu'on rappelle que c'est un département où elle avait remporté de très grands succès électoraux par le passé. Écoutez peut-être cette déclaration, un habitant qui évidemment là, une déclaration qui lui est favorable. C'est elle notre présidente, c'est elle qui va nous sauver, c'est elle, on a besoin d'elle. Il nous faut un changement, en France. Alors voilà, c'est toujours le hasard des déclarations et ce qu'on appelle les micro-trottoirs, ça peut être l'un ou un autre qui disent le contraire, mais là, est-ce que c'est révélateur de quelque chose à Mayotte ? Luc Ferry. Oui, écoutez, moi d'abord j'ai toujours dit que Marine Le Pen, on peut la critiquer tant qu'on veut, mais elle est ni antisémite ni raciste, donc ça n'a rien à voir avec l'extrême droite des années 30. Donc là ça se voit, et pour elle évidemment c'est très bon. Elle est presque chez elle là-bas, si je puis dire. Elle a fait des scores extraordinaires, à 60% à Mayotte, donc évidemment que... Et puis elle dit quelque chose qui est vrai. Bien sûr, Dany a raison d'invoquer le réchauffement climatique, mais néanmoins, réchauffement climatique ou pas, s'il n'y avait pas ces fameux bangas, ces bidonvilles, donc qui sont liés en grande partie à l'immigration, il y aurait beaucoup moins de morts. Donc quand vous êtes dans une maison en dur, et même s'il y a une tempête, vous êtes quand même mieux protégé que dans un bidonville. Et puis là, on voit en effet qu'il y a les Kwassa, là, ces petits bateaux qui arrivent pour essayer d'obtenir rapidement des papiers. Et tout ça, le problème de l'immigration est majeur. C'est-à-dire qu'on ne fera rien de bien à Mayotte si on n'arrive pas à juguler cette immigration, ce qui est extrêmement difficile. Évidemment, pour les Mahorais, elle apparaît comme la seule personne qui est capable de faire quelque chose avec peut-être Oteyo. Voilà, c'est normal. Mais ce qui est très bon pour elle, c'est que ce soit, qu'on voit clairement, j'allais dire que ce soit un noir qui lui parle, autant dire les choses comme elles sont. Évidemment, ça prouve que elle n'est pas perçue par ces gens-là comme étant racistes. Et évidemment que pour elle, c'est excellent. Elle a, d'un point de vue tactique, 1000 fois raison de s'être déplacée. Et j'ajoute une chose, s'il y avait aujourd'hui, et c'est pour ça que la position de Bayrou est très fragile sur le budget, s'il y avait une nouvelle censure et que Bayrou était dégagé avec son gouvernement, ce que je ne souhaite pas, mais c'est très possible, il est évident qu'à un moment ou à un autre, Macron serait obligé de démissionner. Dans le contexte actuel, elle aurait des très grandes chances d'être élue. Dany ? D'abord, c'est vrai, je crois que, et là, je crois que c'est François Hollande qui a dit Macron doit aller jusqu'au bout de son mandat. Oui. Ça, c'est lucide. Si aujourd'hui, il y a une élection présidentielle anticipée, il y a de fortes... Marine Le Pen a toutes ses chances. Oui. Surtout si c'est un deuxième tour Mélenchon-Marine Le Pen, c'est plié. C'est pas la peine de... Maintenant, disons, une personnalité de la droite républicaine, Édouard Philippe ou une autre, peut très bien battre Marine Le Pen aujourd'hui. Donc la gauche ne peut pas battre Marine Le Pen aujourd'hui. Mais la droite républicaine, une personnalité intègre de la droite républicaine, peut battre Marine Le Pen. Sur Mayotte, je crois que Bayrou a fait le nécessaire. C'est plus facile d'y aller parce qu'elle peut rien proposer, elle peut dire n'importe quoi, elle n'en a pas les possibilités de le réaliser. Et je crois que le plan de François Bayrou pour Mayotte sera adopté à l'unanimité à l'Assemblée. Bien sûr. Donc voilà, c'est-à-dire elle fait le job qu'elle doit faire.
mais ça n'a aucune signification réelle pour ce qui va se passer à Mayotte dans les quelques mois qui vont venir. Si, ça a une signification très importante. Au contraire, c'est que le plan de Bayrou, Retailleau, parce qu'on peut les mettre ensemble, Manuel Valls, évidemment, ils disent tous la même chose que Marine Le Pen, et ça, évidemment, c'est important à noter, à savoir que rien ne sera reconstruit de manière stable et efficace sans régler le problème de l'immigration. Voilà, et donc évidemment que, au fond, il s'aligne sur un discours qui est celui de Marine Le Pen. Donc, on en peut en penser ce qu'on veut, mais elle rafle la mise sur cette histoire. C'est eux qui rejoignent Marine Le Pen, c'est pas le contraire. Voilà. Oui, mais tu as dit avec toi, une fois qu'on a dit ça, oui, c'est vrai. Comment on fait? Comment on fait? Ah oui. Et ça, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est facile de dire il faut régler le problème de l'immigration, que les Comores retiennent les gens chez eux. Tu peux le dire dans un studio, je peux l'invoquer Dieu pour qu'il le réalise, mais personne n'a aujourd'hui de proposition comment le réaliser. Le droit du sol. La marine française qui, etc., qui n'a... Je vois pas comment ça puisse se faire. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais Dany, il y a la question du droit du sol, évidemment, parce que les Comoriens viennent parce qu'il y a cette... Alors, le droit du sol, c'est plus compliqué que ce qu'on dit. Il n'y a pas vraiment de droit du sol en France. Il y a quand même un certain nombre de cliquets avant d'avoir la nationalité. Mais malgré tout, la question, elle est posée, elle est en débat en permanence sur la modification du droit du sol à Mayotte, spécifiquement pour Mayotte. Et évidemment que si on changeait le dispositif, ça freinerait quand même la logique de l'immigration. C'est ça qui est en tout cas, c'est le débat. Oui. Ça, c'est une possibilité. Et peut-être qu'on en arrivera là. Et avec Manuel Valls, je crois qu'on ira dans cette direction. Oui, quand on lit la tribune signée Retailleau, Valls, Lecornu, qui parle de chaos migratoire, en disant à peu près ce que vous dites l'un et l'autre. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que on a pour la première fois un gouvernement qui soit un barrage, en quelque sorte, à Marine Le Pen, qui disent on peut faire aussi bien que vous sur ces thèmes-là, il n'y a pas besoin d'être Rassemblement National pour avoir vraiment une volonté de changer les choses. Est-ce qu'ils peuvent être l'illustration de cela ? Oui, c'est la logique sarkozyste. Si on fait le travail, le Rassemblement national diminue. Ça a toujours été la thèse de Sarkozy. Elle est au fond parfaitement reprise par quelqu'un comme Manuel Valls, même s'il vient de la gauche, par Retailleau, par Lecornu, mais aussi par exemple par... j'entendais ce matin la députée Lyotte de Mayotte qui disait exactement la même chose, qui disait si on ne règle pas le problème de l'immigration, si on ne touche pas à la question du droit du sol, on ne reconstruira rien, parce que le prochain cyclone, il fera les mêmes dégâts sur les bangas qui seront, si je puis dire, reconstruits, si on peut parler de reconstruction de ces bangas. Il faut écouter les gens raisonnables qui vivent là-bas. Et là, je parle de cette dame qui est députée Lyotte, donc qui n'est pas du tout Rassemblement National. Il faut écouter ces gens-là, il faut voir ce qu'ils disent. Dany Cohn-Bendit, là-dessus, sur le rempart au RN que peut représenter un Retailleau et les autres. Oui, je crois que la situation de Mayotte est exceptionnelle et qu'il ne faut pas discuter le problème du droit du sol et le problème idéologiquement. Il faut voir Mayotte. C'est pas la France. C'est pas, je veux dire, c'est ça qu'il faut pas confondre. Si on discute des problèmes de Mayotte, je suis tout à fait d'accord qu'il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est là vraiment, si vous voulez, un grand bouleversement, un grand remplacement de la population. C'est une vérité, Donc, moi, je ne suis pas aveugle et je dis oui, d'accord. Donc, voyons les propositions de Valls, Retailleau, Lecornu, Bayrou, et voyons le problème. C'est toujours la même chose. Est-ce que ça sera efficace ? Si c'est efficace, c'est un rempart. Si c'est pas efficace, c'est pas un rempart, mais Marine Le Pen ne propose pas autre chose. C'est tout ce qu'il faut savoir. C'est tout ce que je dis.
Bien sûr, mais moi j'ai très grande confiance en Manuel Valls et je pense que c'est très bien que ce soit un républicain de gauche qui dise des choses comme ça. Parce oui, que c'est vous êtes valsiste, hein. Je vous ai entendu déjà précédemment, d'ailleurs dans cette émission. Non, mais ça. Bien sûr. Mais vous savez, sur les questions scolaires, moi j'étais très proche de Jean-Pierre Chevènement et même de Claude Allègre. Moi j'aimerais bien qu'on dise quand même un mot sur Claude Allègre. J'étais très proche de ces gens-là parce que je pense que sur un certain nombre de sujets, c'est très bien que la gauche soit républicaine. Alors, une parenthèse avec Danny Cohn-Bendit, parce que Manuel Valls, vous pouvez lancer dans n'importe quelle discussion le sujet Manuel Valls, ça allume toujours des partisans ou des adversaires très déclarés. Là, on a un pro-Valls tout à fait décidé. Est-ce que c'est votre cas aussi, Danny Cohn-Bendit ? Non, moi c'est comme avec le sionisme. Je suis ni sioniste ni anti-sioniste. Je suis ni pro-Valls ni anti-Valls. Je suis à-Valls. C'est-à-dire, j'écoute. C'est très rare. C'est comme le groupe zéro positif en des groupes sanguins, je crois. Hein, c'est très rare. Non. S'engager, c'est pas être bête. Il y a des moments où je ne veux pas m'engager. La liberté, c'est aussi à des moments de dire non. Ce type-là, il y a des choses qu'il dit qui sont très bien, et puis il y a d'autres choses que je trouve pas, que je suis pas d'accord. Voilà. Donc, pour moi, Manuel Valls, c'est pas Michel Rocard. Je suis rocardien, pas seulement, mais je ne suis pas pro-Manuel Valls. Même si Manuel Valls a tété les mamelles de Michel Rocard. Mais aussi de Jean-Pierre Chevènement, c'est le mélange des deux. Moi, je suis en désaccord total avec lui sur la corrida, tu vois, mais bon, c'est autre chose. Et voilà, et Jean-Pierre Chevènement, c'est pas mon truc. Il m'a toujours dénoncé, j'étais la gauche américaine pour lui. Lui, c'est le franchouillard de Belfort. Chacun a sa définition, mais donc je suis pas comme Luc, non. Mais sur l'école, il avait raison. C'est sur l'école qu'il avait raison. Sur l'école, le retour aux fondamentaux, voilà, apprendre à lire, à écrire, voilà. Allez. Quand on a 35% des enfants qui arrivent en 6e sans savoir lire et écrire convenablement, on a besoin de revenir aux fondamentaux. Voilà. Avançons, puisque. Et comment on y revient? En dédoublant les cours préparatoires. T'es en studio, c'est pas mal. Donc, allez-y, Dany. Tu pourras faire ton cours magistral. Donc, je dis, sur les méthodes de Chevènement, je suis pas d'accord, mais on va pas en discuter ce soir. Je vous laisse mentionner. C'est dommage. C'est pour ça. Avançons. Danny Cohn-Bendit, vous parliez de gauche américaine. Il y a en tout cas une droite américaine. Regardez la réception de Madame Meloni par Donald Trump. On vit des heures assez étonnantes où, très visiblement, et Donald Trump et Elon Musk sont en train de choisir en Europe, alors des gens de droite pour Donald Trump, des gens beaucoup plus à droite pour Elon Musk et des gens d'extrême droite souvent, qui ils vont pousser avec des moyens énormes, des moyens politiques, économiques, des moyens de pression, etc. Et on va s'attarder un instant là-dessus parce que c'est en train de changer les équilibres. D'abord, cette image-là, hein, c'est pas indifférent que Madame Meloni soit parmi les mieux traités, les mieux accueillis. L'Italie, quand même, c'est quelque chose en Europe. Elle va être visiblement un point d'appui de Trump en Europe. Dany. Oui, mais je veux dire, il faut maintenant parler clairement pour que les gens comprennent. Elon Musk a appelé à voter pour un parti fasciste, raciste, antisémite et qui est l'AfD. Il a fait un texte dans un journal appelant à voter pour ce parti. Il a fait la même chose appelant à soutenir le parti fasciste anglais. Donc c'est pas Madame Meloni, c'est pas seulement Madame Meloni. On va avancer, on fait tous les chapitres, mais la stratégie, je veux finir. La stratégie Trump, Musk, c'est de déstabiliser l'Europe. Et donc il veut refaire un lien, renouer un lien entre Meloni et Orban et déstabiliser une certaine idée de l'Europe. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Ça va être le combat de ces prochaines années, le combat européen. Il y a d'autres forces politiques qui vont dans l'autre direction, mais c'est pour moi un des combats essentiels
des mois de l'année et des années à venir. Arrêtons-nous un instant, s'il vous plaît. Je vous propose de bien chapitrer. On parlera de l'Allemagne parce que l'AfD, vous avez raison, c'est un cas particulier. Mais ce que vient de dire Dany, est-ce que Trump et Musk peuvent faire exploser l'Europe telle qu'elle est maintenant? D'ailleurs, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore. C'est-à-dire choisir leurs amis, Trump, Orban, les Polonais, ils s'entendent très bien avec les Polonais, et abaisser certains autres. Qu'est-ce qui peut se passer? Attendez, l'un après l'autre. Non, ils ne s'entendent pas très bien avec les Polonais à cause de l'Ukraine. Là, il l'a reçu quand même. Oui, il l'a reçu gentiment. Et on verra. Attendez, non. Dany Cohn-Bendit, vous vous trompez. Zelensky a fait l'éloge. Zelensky a fait l'éloge de Trump. On peut l'écouter. Zelensky dit. Regardez le programme de la présidence polonaise à l'Europe aujourd'hui qu'ils viennent de présenter. Leur ministre sera notre invité demain. On en parlera. Non, mais c'est eux qui ont la présidence de l'Europe. Donc, ne dites pas n'importe quoi. Les Polonais, aujourd'hui, ne sont pas du côté de Musk et de Trump. Ils sont pour la défense européenne. Zelensky, oui. C'est pas ce qu'avait dit leur président sur notre antenne. Il avait dit, moi j'ai pleine confiance en Trump, c'est quelqu'un avec qui on peut traiter. Et c'est le président, il est élu, désolé. Ça, c'est les élections. C'est le peuple polonais qui vote, c'est pas vous, Dany Cohn-Bendit. Alors, je vous laisse débattre, vous. Tusk qui a la majorité. Je vous prie que je fasse un cours magistral sur la politique. Et Tusk aussi ménage beaucoup Donald Trump. Et je finis. Le président Zelensky, lui aussi, fait l'éloge de Donald Trump en disant c'est quelqu'un qui fait peur à Poutine et il peut nous servir. Oui. Non, pour revenir sur la question de la division européenne, l'Europe s'écroule toute seule. C'est-à-dire que les deux grands leaders de l'Europe sont en difficulté. C'est-à-dire la France s'est déconsidérée, elle a fini de se déconsidérer avec sa dette, mais surtout avec la dissolution. Les deux, la dette et la dissolution. Et puis de l'autre côté, Olaf Scholz est en très grande difficulté puisqu'il est obligé de revenir au peuple avec des élections législatives. Donc l'Allemagne et la France étant en très grande difficulté, il est évident que Trump en profite intelligemment, tactiquement c'est intelligent, en invitant Madame Meloni, qui elle a vraiment réussi à démontrer qu'on pouvait être de droite sans être fasciste et qu'on pouvait réussir sur l'immigration. Voilà. Et donc sur l'immigration, elle a vraiment réussi quelque chose en autorisant d'un côté de l'immigration légale et en réduisant de 60% l'immigration illégale. Donc pour Trump, c'est évidemment un modèle. Maintenant, sur Elon Musk, c'est pas Trump, c'est beaucoup plus compliqué parce que, en effet, et là, pour le coup, je suis d'accord avec Dany. Pour moi, l'AfD est un mouvement néo-nazi. Oui, c'est un mouvement fasciste, ouais. Et même néo-nazi, parce que en Allemagne, ça n'a pas le même sens qu'en Italie, ça n'a pas le même sens qu'en France, ça n'a pas le même sens qu'en Hongrie. En Allemagne, voir revenir une extrême droite et des gens qui disent que les bombardements américains sur Auschwitz ou Treblinka, c'est pire que les nazis, on a affaire à des néo-nazis, voilà. Et donc, moi, je pense que le soutien d'Elon Musk à l'AfD est quelque chose à quoi Trump devrait mettre un terme immédiatement s'il était assez intelligent pour comprendre la politique européenne. Mais en revanche, oui, inviter Madame Meloni en disant l'Allemagne s'écroule, la France s'écroule, ou en tout cas, ils ne sont plus les leaders de l'Europe, alors qu'ils l'ont été depuis la création de l'Union européenne. D'un point de vue tactique, c'est intelligent. Et en plus, on a affaire à une droite nationaliste, mais qui défend l'Union européenne et qui défend l'Ukraine. Très important. Madame Meloni défend l'Ukraine, très important. Musk va très loin avec son soutien à l'AfD, comme vous le rappeliez, Dany Cohn-Bendit. C'est cette tribune, effectivement, dans cette Die Welt, c'est bien catastrophique, oui. Voilà. Et il va inviter dans un live, en direct, Alice Weidel, donc, qui est la principale figure de l'AfD, le 9 janvier. Donc, Madame Weidel sera vraiment boostée littéralement sur les réseaux mondiaux par Elon Musk, Dany Cohn-Bendit. Oui, je crois que c'est, Luc vient de le dire, c'est non seulement scandaleux, mais c'est dangereux. Oui. Et ça prouve que vraiment Musk, il est sans foi ni loi. Et la seule chose qui me rassure, c'est qu'il ne puisse pas devenir président américain parce qu'il est né en Afrique du Sud. Oui. Sinon, ce type c'est un nouveau danger. On a Trump, le danger de Trump, mais là, Musk, parce que Trump, c'est un faux riche. C'est un faux richissime. En fait, il n'a rien. Pognon, ouais. Ah oui, il en a comparé à Darius ou à Luc ou à moi. Il en a quand même un peu, oui. Oui, il en a un peu. Mais à côté de Musk... Voilà. Regardez comme il s'est embourgeoisé, Dany Cohn-Bendit. Voilà, l'ancien 68ard, il dit oui, il a quelques milliards. Quelques dollars, non, milliards même. Je vous taquine. Je vous taquine, Dany, je vous taquine. On a raison, début janvier. Mais c'est pas moi, j'accepte tout. Je dis simplement, le pouvoir
de faire de Musk en ce moment, et on voit d'organiser d'une manière planétaire un débat avec Madame Weidel, mais c'est s'introduire de plein front dans les élections allemandes. Et c'est pourquoi, je rappelle, l'AfD, son programme, c'est sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne et casser l'Union européenne. C'est écrit noir sur blanc. Et donc, quand je parle de la déstabilisation du duo Trump-Musk, de la déstabilisation de l'Europe, c'est vrai, et Luc a raison, c'est vrai que l'Europe est faible à cause de la faiblesse de la France et de l'Allemagne, mais si ces deux pays ne se rattrapent pas, et surtout, s'ils ne suivent pas, et je reviens à la Pologne, je reviens au programme de Tusk pour la présidence européenne, la Pologne aujourd'hui est un bouclier contre Tusk et contre Musk et contre Musk en Europe. Et c'est son programme, et que Duda, que vous avez interviewé sur LCI, Duda est perdant. La prochaine élection présidentielle, voyez les sondages, il est perdant. Le pouvoir, c'est le Premier ministre polonais. Voilà. Et ce Premier ministre, justement, n'est pas un lettre-box des États-Unis. Danny Cohn-Bendit, que vont-ils faire de tout ce pouvoir ? Regardez le classement, le dernier classement Bloomberg, des très très grandes fortunes, et on voit l'immense puissance de Musk, et comme vous le dites, il est très en dessus. Alors il n'y a pas les montants, hélas, il faut les mettre les montants, évidemment c'est là que ça devient intéressant. Elon Musk, je crois qu'on est au-dessus de 430 milliards, 440 milliards, 437 milliards, oui. Voilà. Musk, 437 milliards. Jeff Bezos, 243 milliards de dollars. Zuckerberg, 214 milliards de dollars. Toute cette puissance, plus les États-Unis d'Amérique, l'énorme puissance de ce pouvoir Trump, politique, économique, culturel, militaire, qu'est-ce qu'ils vont en faire exactement ? Écoutez, c'est pour ça que je vous ai amené à ce sujet. Le président Zelensky qui dit peut-être qu'il peut y avoir des bonnes surprises face aux Russes, face aux Chinois, de cette puissance américaine. Écoutez. Je crois que Vladimir Poutine a peur de Donald Trump, et c'est pour ça qu'il fait en sorte que la voix du Kremlin rentre dans l'administration de Donald Trump d'une façon ou d'une autre. Voilà, Zelensky qui dit Poutine a peur de Trump. Oksana Melnichuk sur notre antenne, représentante ukrainienne, qui disait les Ukrainiens aiment bien Trump, il est imprévisible, il nous a aidés avec Javelin, etc. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une bonne surprise Trump ? Évidemment. Comme il y a eu une bonne surprise Reagan, lui aussi, on disait c'est un facho à une certaine époque, qui, face aux Russes, face aux Chinois, avec toute cette puissance économique, etc., sera un sursaut de l'Occident. Est-ce que c'est possible ? Mais bien sûr que c'est possible, parce que l'intérêt de Trump et d'Elon Musk, là-dessus, c'est leurs ennemis, c'est la Chine et la Russie. C'est pas l'Ukraine. Et donc l'intérêt de Trump, s'il arrive à trouver une solution à ce conflit absurde, l'intérêt de Trump, ça n'est pas de favoriser systématiquement la Russie dans la négociation. Alors il y aura une négociation qui est territoriale, c'est quasiment inévitable. Mais l'intérêt de Trump, c'est de garantir ce qui restera de l'Ukraine, c'est-à-dire le plus possible, évidemment. Tout le monde souhaite que ce soit le plus possible du territoire ukrainien initial, mais que ce qu'il en reste soit absolument sécurisé. Et je pense que c'est ça que Trump a en tête. Leurs ennemis, ne vous trompez pas, c'est pas l'Ukraine, c'est la Russie et la Chine. Alors, encore une fois, sur le pouvoir de ces gens-là, puisque c'était votre question initiale, il est 1000 fois plus grand que le pouvoir d'un chef d'État européen. Elon Musk, il a 200 millions de followers. Et maintenant qu'il est associé au gouvernement, et comme vous le disiez très bien, non seulement il a ce pouvoir de communication qui est absolument colossal, puisque 60% des Américains ne s'informent que par les réseaux sociaux, c'est-à-dire X et Facebook pour l'essentiel, et un tout petit peu LinkedIn. Et donc il a un pouvoir, une force de frappe communicationnelle absolument colossale, millions de fois supérieure à celle de Macron ou d'Olaf Scholz. Et en même temps, il est associé au gouvernement. Et par ailleurs, il a 440 milliards de dollars derrière lui. C'est en gros pour que les Français qui n'ont pas les taux de change, c'est à peu près l'équivalent de 430 milliards d'euros. Donc c'est colossal le pouvoir qu'ont ces gens-là. Et ces gens-là il faut bien comprendre qui ils sont. Ils sont à la fois des néolibéraux, donc des hypermodernistes, des fanatiques de l'innovation. Grok est génial, l'IA générative d'Elon Musk et ses robots Optimus, c'est absolument génial. Donc ils sont des fanatiques de l'innovation.
population et en même temps des super nationalistes conservateurs. C'est très dangereux, en effet, ce à quoi on a affaire, et leur pouvoir est incommensurable. Et sur la question ukrainienne, moi j'attends de voir ce que va faire Trump, mais je suis convaincu qu'il va essayer de trouver quelque chose de relativement équilibré et qu'il ne va pas donner raison systématiquement à Poutine. C'est pas son intérêt, vous comprenez, c'est pas parce qu'il est gentil. D'abord, ce que dit Zelensky, je crois d'ailleurs, c'est toi qui l'avais dit dans un débat, il fait du judo. Il s'appuie maintenant sur Trump. Il peut pas s'appuyer sur Biden, puisque Biden c'est fini. Donc il s'appuie sur Trump. Et ce que dit Luc, c'est évidemment ce que pensent beaucoup de gens, ce qu'on pense, et des gens comme moi espèrent. C'est-à-dire qu'il sécurise 85, 90, 80% de l'Ukraine, c'est-à-dire la perte sera dure, mais le gain peut être aussi incroyable, c'est-à-dire de permettre à l'Ukraine de rentrer dans l'Union européenne, donc d'avoir un espace démocratique. Et le problème de Musk aujourd'hui, ou des milliardaires, c'est qu'ils sont incontrôlés. Musk aujourd'hui a des activités soutenues par le gouvernement américain, et c'est lui qui supervise ceux qui sont chargés de le superviser. C'est démocratiquement, Raymond Aron s'effondrerait quand il dirait c'est la fin d'une certaine idée de la démocratie. Il faut pas prendre tout ça, c'est pas la vieille dictature, c'est pas le retour d'Hitler, non, c'est une nouvelle force adémocratique, antidémocratique, qui est en train de se mettre en place avec ce duo Trump-Musk. Alors là, je suis intégralement d'accord avec Dany, et je dirais plus que ça, c'est aussi comme républicain que c'est absolument insupportable d'imaginer que ces grandes firmes de la Silicon Valley, c'est-à-dire les GAFAMI pour les appeler par leur nom, mais c'est la même chose en Chine avec Baidu, Alibaba, Huawei, etc. Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'on a des oligopoles privés qui ont 1000 fois plus de pouvoir que n'importe quel État-nation européen. Et ça, c'est absolument scandaleux. C'est très problématique. Ils peuvent, par exemple, interdire de parole. On peut supprimer le compte. Alors, Dieu sait que je n'aime pas Trump, il n'y a pas de malentendu là-dessus. Trump est un pervers narcissique menteur. Bon, c'est pas l'idéal. Bon, comme président de la République, c'est vraiment pas grandiose. Mais encore une fois, je pense qu'il sera moins mauvais dans l'exercice que dans la conquête du pouvoir. Mais peu importe, le fait que le propriétaire d'un réseau social puisse interdire Trump de parole et autoriser, par exemple, le Premier ministre indonésien qui appelle à massacrer les 3/4 du monde entier, toutes les femmes qui portent pas un foulard, c'est dingue. Ils ont un pouvoir de nuisance, ils ont un impact qui est absolument contraire à tout ce qu'on peut aimer dans l'idée démocratique. Je reviens à ma question, pardon. Reprenons le classement qu'on a vu tout à l'heure. Quand on voit les hommes, c'est une puissance colossale, c'est aussi une invention technologique colossale. Ah ben ils sont géniaux. Que les premiers du monde soient Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, et après on parlera des autres. Mais ce sont des Occidentaux, des Américains, c'est pas des Européens, mais c'est des Occidentaux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle relative pour nous ? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit des Américains plutôt que des Chinois, des Russes, des Indiens, etc. Est-ce que quand même pour nous, ça peut être, je finis juste ma question, est-ce que ça peut être un sursaut de l'Occident, comme on a vu en d'autres temps, Reagan, par exemple, je reviens à mon fondamental, qui a été... Darius. Ne t'énerve pas, Dany. Non, Darius. Reagan, qui n'était pas ma tasse de thé, avait une colonne vertébrale morale. Quand il va à Berlin et qu'il dit « Tear down this wall, Gorbatchev », il a une colonne vertébrale morale. Quand il va voir les dissidents polonais et il les invite à l'ambassade russe à Varsovie, américaine à Varsovie, il a une colonne vertébrale. Musk et Trump, et surtout Musk, n'a aucune colonne vertébrale démocratique, républicaine. C'est autre chose. Reagan, c'était un conservateur qu'on pouvait aimer, ne pas aimer, et qui a fait des choses extraordinaires pour la démocratie, qu'on ne croyait pas. Mais ne comparons pas ça avec le pouvoir d'un homme qui n'a
tout son pouvoir, c'est son argent, son génie, c'est vrai, néolibéral, c'est un génie néolibéral, et en même temps, cette force de destruction de la démocratie, inimaginable. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer avec Reagan. On est dans un nouveau monde, comme un nouveau monde, et ils veulent détruire l'Union européenne. Il y a un autre problème. Parce que si l'Union européenne se retrouve, c'est le rempart. Ça peut être le rempart. Si on continue comme ça, on ne peut pas être le rempart. Malheureusement, c'est pas du tout le cas, c'est le contraire de ce qui se passe. Les 4 grands réseaux d'IA génératifs qui ont une puissance vous pouvez même pas imaginer ce que ça va être dans la décennie artificielle. Oui, générative, de textes, d'images, de vidéos, etc. Les 4 réseaux sont américains. ChatGPT est américain, Grok est américain, Gemini est américain, appartient à Google, et Llama est américain. Et donc, comme c'est en grande partie, pas entièrement, mais en open source, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Russie, la Chine est au même niveau, mais aussi le Sud global d'une manière générale. Daesh est très bon, très très bon dans ce domaine des nouvelles technologies. On croit qu'ils sont dans le Moyen-Âge, mais pas là-dessus. Ils sont excellents sur ces sujets-là. Et donc ça veut dire que l'Europe est complètement dans les choux, parce que l'Europe, elle fait l'IA Act. D'accord, elle régule, mais elle n'innove pas. Alors on aurait les talents pour le faire. Je prends toujours l'exemple de Yann Lequin, qui est un Breton, qui est français, et qui dirige toute l'IA chez Meta, chez Facebook. Et donc, on a des gens comme Cédric Villani, on a des chercheurs formidables. Mais on est complètement dans les choux par rapport, non seulement aux États-Unis, mais par rapport au Sud global qui profite de l'open source pour acquérir ces techniques-là. Et Poutine a dit, les pays qui maîtriseront l'intelligence artificielle maîtriseront le monde. Il a raison. Vous voulez dire, pardon, que je comprenne bien, vous voulez dire que c'est une illusion un peu ancienne que j'ai encore de penser que les Américains vont nous protéger contre la Chine, la Russie. C'est fini. Danny a raison, parce que les Américains, si c'était Reagan, si c'était Kennedy, si c'était la bonne vieille démocratie américaine, on pourrait garder le parapluie, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Parce que, comme le dit Danny, ces gens-là, ces patrons des réseaux sociaux, ces patrons des GAFA, des GAFAMI, on peut dire, puis il y en a plus que ça, les 7 magnificents, comme on les appelle, ces patrons-là, ils n'ont zéro morale. Leur seul problème, c'est de gagner. Si c'est le cas, pourquoi Trump et Musk s'intéressent-ils tellement à l'Europe ? Premier voyage pour la casser. Premier voyage de Trump à Notre-Dame. Tout le monde qui se couche devant lui. Par parenthèse, c'est assez drôle parce que les mêmes qui critiquent disent, ils restent quand même sur Twitter. C'est assez curieux. Les mêmes qui disent c'est très dangereux, ils restent quand même sur Twitter. Chef d'État, de gouvernement, ministre, etc. Bon. Ensuite, ils vont tous faire leur cours, etc. Et visiblement, Trump investit beaucoup en Europe. Musk se mêle des affaires européennes. Vous le disiez à votre avis à mauvais escient, mais pourquoi s'intéresse-t-il tellement à l'Europe ? C'est pour la casser ? Oui, moi je pense que c'est pour la casser et pour avoir un poids très important vis-à-vis des nouveaux Européens. Les nouveaux Européens, c'est l'Italie et la Pologne, par exemple. Ces nouveaux Européens sont très sensibles. Par rapport à la Pologne, moi, vraiment, c'est un pays que je connais bien. Bon, et j'ai rencontré les dirigeants polonais plusieurs fois. Bon, et donc cette Pologne qui est littéralement la Russie, elle ne compte pas sur l'Union européenne, elle compte sur les États-Unis depuis toujours, depuis Guérémec. Moi, je me souviens, je rencontrais Guérémec avec mon ami François Furet. Il disait, mais bon, l'Union européenne, on s'en fout, c'est les États-Unis qui nous protègent. Et donc là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États-Unis, ils jouent la Pologne, ils jouent la Hongrie, ils jouent l'Italie contre l'Allemagne et la France. Et donc, c'est très intelligent pour casser l'Union européenne, faire émerger les émergents. Et regardez ce qui se passe en Pologne, par exemple, sur le plan économique et budgétaire. La Pologne est en bien meilleur état budgétaire que la France. Mais Luc, j'ai passé toute une nuit avec Bronislaw Geremek pour justement discuter. J'espère que vous n'avez rien fait de mal. États-Unis. Non, on a vu. C'était bien. Et on a discuté. Et Geremek était très lucide. Il dit, pour l'instant, c'est l'Amérique qui nous protège. Oui. Mais ça ne durera pas. Et il disait, c'est pour ça que Geremek était non seulement pro-européen, mais avait compris la nécessité du parapluie militaro-industriel nécessaire de l'Europe. Donc, il faut faire attention. Et c'est exactement dans ce prolongement
qu'aujourd'hui réfléchit et agit le gouvernement de Tusk. Un mot encore, s'il vous plaît, sur ces très grandes fortunes. Avançons un peu, Danny Cohn-Bendit. On reparlera de Musk et de Trump, vous inquiétez pas. Je vous offrirai sur un plateau encore du Musk et du Trump. J'en ai rien à cirer des grandes fortunes. Moi, pour moi, l'important, comment... Oui, et c'est crucial, mais comment monter un rempart contre ces grandes fortunes? Qui va nous protéger? Sinon, c'est la destruction par ces grandes fortunes de l'idéal démocratique et de la possibilité de démocratie. Mais... ça devient des démocraties illibérales. Voilà ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que moi, je cherche quels sont les parapluies, quelles sont les protections pour justement faire revivre cette idée européenne. Il faut que l'IA Act soit moins bête que ce qu'il est aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle, précisez toujours. Le Digital Services Act, c'est pareil. C'est complètement ringard à côté de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui est très dangereux, par exemple? On va rentrer dans un monde, j'en reçois toute la journée, où on aura des deepfakes, c'est des vidéos où vous ne pouvez pas savoir si c'est vrai ou faux. On va rentrer dans un monde où on sera inondé de deepfakes, où on aura des jumeaux numériques. Par exemple, Danny, je te le dis très clairement, je ne peux pas, je sais bien que c'est toi, évidemment, mais si on voulait fabriquer un jumeau numérique de Danny Cohn-Bendit, je ne pourrais pas savoir dans cette visioconférence si c'est avec toi que je discute. J'ai un ami qui a fait faire un jumeau numérique de lui-même, qui a discuté pendant 20 minutes avec ses enfants, il ne savait pas que c'était pas leur père. Voilà. On va rentrer dans un monde où tout sera incertain. Il va falloir, 1, revaloriser l'esprit critique, et 2, il faut qu'on ait l'équivalent de l'IA Act européen, mais qui encadre ces saloperies de réseaux sociaux. Un mot, s'il vous plaît, encore. Non, Danny, excusez-moi. Il faut qu'on lève l'anonymat sur les réseaux sociaux. La première chose à faire. Exact. Pas en Chine, mais en démocratie, oui. Et je vous conseille le livre de Luc là-dessus. Il est passionnant. Alors, si vous commencez à recommander vos livres... gentil avec moi. Des fois, Luc dit des bêtises. Vous avez passé un accord. C'est un accord cartellaire. C'est illégal ce que vous faites là. Non. Moi, je suis le dernier des justes, donc je sais reconnaître les gens à leurs valeurs et à leurs défauts. Bravo, Danny Cohn-Bendit. Alors, un mot, même si vous n'avez... C'est gentil, en tout cas. Même si vous n'avez rien tiré, un petit mot quand même sur ces très grandes fortunes. On revient à ce classement. La question peut paraître terriblement bateau, mais au fond, est-ce que ces concentrations de fortune vous dérangent? Cette fois, on peut parler des Français aussi, Bernard Arnault, les Bettencourt, etc. Ou au fond, est-ce que ce pouvoir économique est mieux géré là que s'il n'était, par exemple, par l'État? Au fond, est-ce qu'on doit se réjouir de ce que la 6e fortune, alors c'est pas les hautes technologies, c'est le luxe, mais enfin, que la 6e fortune mondiale soit française? Parce que c'est vraiment, alors pour le coup, c'est comme pour Notre-Dame, c'est le savoir-faire français. C'est ça qui est génial dans la firme Bernard Arnault. Et lui-même est quelqu'un d'extraordinairement, c'est un homme extraordinaire, il est incroyablement intelligent et en plus c'est une entreprise familiale et qui reste en France. Donc il y a vraiment des grandes qualités morales. Mais c'est aussi tout le savoir-faire français qui est derrière. Et ce qui est génial dans la fortune de Bernard Arnault et dans sa réussite, c'est que c'est pas basé, et moi je dis basé sur, contrairement au cuistre, je maintiens le basé sur une base, ça se pose sur quelque chose. Et donc, je maintiens que basé sur est français, contrairement aux crétins de cuistre. Donc, Bernard Arnault, il a basé toute sa réussite sur du savoir-faire français et pas sur les nouvelles technologies. Voilà. Et moi, j'applaudis des deux mains et des deux pieds. Je trouve ça formidable. On a besoin de ça. Mais néanmoins, il est évident que le pouvoir sur le monde, le pouvoir politique, le pouvoir de manipulation, avec les deepfakes, avec les jumeaux numériques, avec ces tweets, ces 200 millions de followers d'Elon Musk. Le pouvoir de manipulation, il n'est pas chez Bernard Arnault, il est chez ces oligarques, si je puis dire, ces oligopoles privés. Et ça, là-dessus, Danny et moi, on est d'accord. Et là, moi, toi, c'est démocrate rocardien, moi, c'est plutôt au chevènement, républicain ou Henri Guénaud. Je trouve que d'un point de vue démocratique et républicain, c'est vraiment le plus grand danger qui pèse sur le monde aujourd'hui. Voilà, et par parenthèse, je consulte le dictionnaire de l'Académie française dont vous parlez, mais vous avez entièrement raison. 1798, je vous recommande le site du dictionnaire de l'Académie française actuelle où il y a tous les dictionnaires, y compris les anciens. Depuis 1798, ce système est basé sur des faits constants. Vous voyez comme vous êtes exact. J'ai une licence de grammaire aussi. Danny Cohn-Bendit, sur là-dessus, l'éloge de Bernard Arnault par Luc Ferry. On a eu l'éloge de Manuel Valls ce soir. Ah bah oui, François Pinault, Bernard Arnault. C'est le journal des admirations aujourd'hui. Bon. Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est comment
l'Europe peut aujourd'hui rattraper le temps. Alors, Luc dit on est mal barré. Ça serait idiot de ma part de dire qu'on est bien, parce que ça va bien. Mais je crois que face justement à ces dangers qu'on vient de décrire, la seule possibilité, c'est de nous retrouver, de retrouver l'essence pourquoi on a fait cette Europe. Et donc, c'est ce que je radote, je dis la même chose. C'est dans les 2 années qui viennent qu'on va être capable, oui ou non, de retrouver une dynamique. Si les forces politiques en France et en Allemagne sont plus intéressées à s'autodétruire et donc à détruire tout ce qui a été construit depuis une 40aine d'années, ça va être dramatique. Si les forces politiques comprennent que c'est pas l'intérêt de 25 sièges à l'Assemblée de plus ou de moins qui aujourd'hui est à l'ordre du jour, mais la stabilité de nos espaces politiques, la stabilité démocratique, on a une chance de s'en sortir. Messieurs, voilà le débat aujourd'hui. Messieurs, maintenant, voilà. Demain, l'anniversaire. Je suis d'accord avec toi, hein, Dany. Charlie Hebdo, 10 ans après, question extrêmement directe. Qui a remporté une bataille très importante, qui est la bataille de la peur, c'est-à-dire, a-t-on peur ? Est-ce qu'une peur s'est installée qui fait, par exemple, qu'on ne peut plus dessiner ce qui était dessiné par les victimes des attentats islamistes, ou est-ce que disons, le courage a gagné ? Qui a gagné 10 ans après ? Objectivement, ce qui a gagné, c'est la peur. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Alors, il y a des gens courageux, tant mieux, c'est formidable. Mais la peur a gagné. Dans l'éducation nationale, la peur a gagné parce qu'un professeur d'histoire qui doit faire un cours sur la liberté d'expression ou qui doit parler de la Shoah va entourer chaque mot, chaque phrase, chaque image de précaution. Voilà. Et nous-mêmes, quand nous sommes dans une émission en direct, ce qui est le cas ce soir, on fait très attention, on pèse chaque mot, on évite les amalgames, on évite la récupération, etc. Bon, et donc la peur a gagné très largement. Pourquoi elle a gagné ? Parce que le terrorisme, il faut rappeler, terrorisme, on entend terreur. La politique de terreur est toujours très efficace. Et personne n'a envie de finir, aucun professeur n'a envie de finir comme Dominique Bernard ou comme Samuel Paty. Une fois qu'on a ça comme exemple et que il suffit d'un mot de travers dans une classe pour que le père de famille arrive avec les grands frères, etc. pour dire au gars il va se faire tabasser ou qui va se faire tuer s'il dit un mot de travers sur le Coran ou sur l'islam, les gens ont peur. Comment voulez-vous qu'il n'ait pas peur ? Moi, je vois mon ami Redeker qui est protégé par la police depuis maintenant, je sais pas combien de temps, 15 ans, parce qu'il a fait un papier sur le prophète dans le Figaro qui a pas plu aux islamistes. Je dis, c'est normal qu'on ait peur. Voilà. Et donc, la politique de terreur, ça marche toujours. C'est comme avec les nazis, hein. Les gens avaient peur dans le régime nazi. C'est pour ça qu'il y a eu tant d'Allemands pour, voilà. Et ça, alors, ça veut pas dire qu'il faut pas être courageux. Je défends évidemment le courage. Mais bon, quand on a été protégé par la police pendant des années, on fait un peu attention à ce qu'on dit. Comment voulez-vous que ce soit autrement ? C'est pas une question de couardise. C'est une question de protéger sa famille aussi. Dany. Je termine, Dany. Mais quand on a des milliers de menaces de mort et que ça pèse sur votre famille, sur vos filles, sur vos enfants, sur votre femme, sur vos frères et sœurs, il n'y a pas que vous. Dany ? Alors, c'est vrai que, en fait, l'esprit critique est en perte de vitesse, mais à plusieurs niveaux. Je donne un autre exemple. C'est une peur, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Mais la caricaturiste du Washington Post a voulu faire une caricature de Bezos, qui est le propriétaire. Le journal l'a empêché, elle a démissionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pratique terroriste d'un côté, antilibérale des riches... Oui, elle risque pas d'être décapitée, Dany Cohn-Bendit, objectivement, entre être décapité et pas pouvoir... Non, mais je respecte votre commentaire, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même, disons les choses. Pas. Non, parce que vous n'avez pas compris. Quand on respecte, on essaye de comprendre. Après, on dit « je suis pas d'accord ». Qu'est-ce que je veux dire ? À tous les niveaux, aujourd'hui, on s'attaque à l'esprit critique. Il y a le terrorisme que vient de décrire, je suis pas obligé de répéter ce que dit Luc, puisqu'il a très bien décrit le terrorisme. Et puis, il y a ces grands propriétaires aujourd'hui qui, à leur niveau, ont une forme de s'attaque à l'esprit critique, à l'esprit d'irrévérence, à tout esprit qui remet en cause un certain ordre établi.
Voilà où une certaine pensée établie. Est-ce que là-dessus, j'aimerais vous avoir l'un et l'autre, c'est-à-dire, si on va plus loin encore, est-ce que l'esprit critique, vraiment la liberté critique est une spécificité occidentale? Est-ce qu'on fait ce constat-là aujourd'hui? Oui, au départ, oui. Au départ, c'est vraiment l'alliance de la révolution scientifique et de la révolution démocratique au XVIIIe siècle, héritage de Descartes en grande partie, mais au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au siècle des Lumières. Pourquoi je vous dis ça très rapidement? La révolution scientifique, elle met en place avec Newton, avec la physique moderne, et puis après avec Lavoisier, elle met en place le premier discours dans l'histoire de l'humanité qui traverse toutes les frontières. Ça vaut la révolution newtonienne, la révolution de la science moderne, ça vaut pour les pauvres comme pour les riches, pour les roturiers comme pour les aristocrates, pour les Allemands comme pour les Italiens, les Chinois, les Français ou les Arabes. Ça vaut ça traverse toutes les frontières sociales et géographiques et politiques. Et donc, c'est un lien avec la démocratie puisque c'est le premier discours démocratique en quelque sorte qui est universel, universaliste. Et c'est le discours de l'esprit critique. Pourquoi? Parce que c'est un héritage du cartésianisme notamment, avec cette idée qu'on rejette les arguments d'autorité. C'est ça l'esprit critique, c'est rejeter les arguments d'autorité. Et ça, c'est typiquement européen au départ. C'est même pas américain, c'est européen d'abord, et puis après ça va gagner plus ou moins le reste du monde. Mais avec beaucoup de difficultés aujourd'hui dans le Sud global. Est-ce que ça le reste encore, Danny Cohn-Bendit? Non, le problème, c'est que la défense la plus radicale de cet esprit critique est encore en Europe. Oui, bien sûr. Oui. Elle est défaite ou elle est sur la défensive aux États-Unis. Dans le Sud global, elle a du mal à émerger. C'est la simplification. Et aujourd'hui, en Europe, elle est attaquée. C'est-à-dire le simplisme politique aujourd'hui s'oppose à l'esprit critique. Le yaka faucon est le contraire de l'esprit critique et c'est ce qui nous met en danger aujourd'hui en Europe. Le populisme est le contraire de l'esprit critique, le contraire de la remise en question et de l'acceptation de la complexité des problèmes. Est-ce que de ce point de vue, il y a une exception européenne, c'est-à-dire cette idée qu'on entend partout ailleurs dans le monde, que soit de son Dieu, soit de sa nation est supérieur aux autres, quand même. En Europe, ça a disparu. En Europe de l'Ouest, en tout cas, on est sorti complètement du nationalisme primitif ou de la religion exclusive. Et on voit dans l'affaire Charlie Hebdo que 10 ans après, l'Europe est une exception de liberté. Mais là où je suis pas, pardon Dany, d'accord avec toi, c'est on peut pas mettre sur le même plan le fanatisme religieux qui terrorise, qui menace de mort, et dans des conditions abominables, et puis qui repose intégralement sur des arguments d'autorité. 100%, qui refuse absolument toute remise en question des arguments d'autorité. Avec, je ne sais pas moi, un patron de journal autoritaire qui vire un employé qui s'est moqué de lui. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas la même chose. Tu peux pas mettre sur le même plan. Oui, non, je ne mets pas sur le plan, mais les deux sont une position d'autorité. Moi, Bezos, je ne veux pas. Oui, mais... Je ne veux pas. Et je crois que, si tu veux, en ce moment, à tous les niveaux, en politique jusqu'au terrorisme, ce sont évidemment des niveaux incomparables, mais qui partent structurellement de la même idée, c'est qu'il y a une vérité et que tu défends cette vérité et le reste n'est pas à accepter. Et c'est ça qui met en danger l'esprit critique dans la société. Notre société perd son esprit critique en ce moment. Non, on peut croire qu'il y a une vérité, être dogmatique, mais c'est pas la même chose que les arguments d'autorité d'une religion. C'est pas la même chose. Moi, je suis dogmatique. Je pense que j'ai raison. Parfois, je me dis, attends, quand je fais les dédoublements de cours préparatoires et que je veux absolument que les mots m'apprennent à lire, je dis j'ai raison. Alors c'est dogmatique et je suis autoritaire. Si on veut casser ça, si un de mes recteurs qui veut casser ça, je vais le virer. Voilà. Mais c'est pas la même chose que le fanatisme religieux. C'est pas du tout la même logique. Le fanatisme religieux, il veut vous tuer si vous ne partagez pas son fanatisme. C'est le mot de Rivarol. Je ne sais pas si vous connaissez le mot terrible de Rivarol, qui est soit mon frère ou je te tue. Voilà, soit mon frère ou je te tue. Parce qu'on peut tenir à la vérité. Toi aussi, tu tiens à la vérité. Toi aussi, tu penses que tu as raison sur l'immigration. Luc, Musk qui te dit j'ai raison et je vais te faire disparaître de l'espace public. Je vais pas te tuer,
mais je vais te faire disparaître de l'espace public. Non, mais ça, il faut empêcher ça. C'est une autre forme. Mais c'est pas la même chose. Oui, mais c'est ça qui nous pointe au nez en ce moment. Mais il va pas te tuer pour autant. Moi, je voudrais quand même... Il y a quand même une grande différence, pardon. Danny Cohn-Bendit, il va pas t'égorger. Danny Cohn-Bendit, pardon. Tu n'existes plus. Mais tu peux le critiquer, tu passes ton temps à le critiquer, tu risques rien quand tu le critiques. Danny Cohn-Bendit, moi je suis pas un admirateur de Musk, mais Musk dirige un réseau où il y a des gens qui le contredisent. Vous savez très bien que les fanatiques, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, ne vont pas, les vrais fanatiques n'auront pas des réseaux où ils seront contredits. J'ai dit tout à l'heure que Trump était un pervers narcissique menteur. Je ne risque rien à dire ça. Il va pas envoyer un mec des services secrets pour aller m'égorger. Si je disais la même chose sur un représentant religieux, je vais même pas dire qui, je risquerais ma vie. C'est ça la différence. Et moi, alors, les cas d'école, l'un et l'autre, pour être très concret, cas d'école, l'un et l'autre très concret, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je vous pose la question, et c'est un cas d'école qui existe, moi je l'ai entendu dans beaucoup de rédactions, des rédacteurs en chef qui disent, est-ce qu'on peut aujourd'hui republier des caricatures de Charlie? Non, est-ce que c'est, on peut, on doit, personne ne peut le faire? Est-ce que, par exemple, on doit caricaturer Jésus et Mahomet l'un et pas l'autre? Aucun des deux? Les deux, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez caricaturer Jésus tant que vous voulez. Personne ne va vous égorger, mais personne ne refera les caricatures de Mahomet. On l'a vu d'ailleurs au Danemark, ça a fait le même résultat. Mais Darius... Danny Cohn-Bendit, la même réponse là-dessus, c'est un cas d'école très concret. Non, mais le cas d'école très concret. Moi, je me bats, j'ai pas le journal et tout ça, je me bats on doit pouvoir caricaturer Mahomet, on doit pouvoir le faire, et moi je dois pouvoir après dire je suis pas d'accord avec cette caricature. C'est ça pour moi l'esprit critique. Il est interdit d'interdire, mais il est interdit de m'interdire de critiquer ce que je viens de voir. C'est ça l'espace critique dans lequel on peut comprendre les choses. Et aujourd'hui, c'est une défaite si aujourd'hui, moi je dis, si le journal de Monsieur Onfray, qui a fait le Front Populaire, a fait une une contre mai 68. Mai 68, c'est la Chienlit. Et il montre Danny Cohn-Bendit avec un déambulatoire, un vieux croulant. Je lui dis, c'est son droit. T'es con, il est con, mais il a le droit d'être con. Voilà, c'est tout. Oui, mais je ne vais pas en faire une maladie. Oui. Mais il sait que tu vas pas aller l'égorger. Un mot de conclusion. Attends. Je ne veux pas. Allez. Je ne veux pas qu'on termine cette émission sans que j'ai rendu hommage à mon ami Claude Allègre. Voilà, qui est mort hier. Et voilà. Et moi, je veux lui rendre hommage sur plusieurs points, mais je vais le faire. On n'a pas le temps. Mais au moins sur un point qui est fondamental, c'est qu'il a mis fin à cette fichue cogestion avec les syndicats que Bayrou avait mise en place et qui a empêché toute espèce de réforme courageuse pendant 5 ans. Bayrou n'a rien fait d'autre que de jouer au ping-pong dans les abris souterrains anti-atomiques avec son chef de cabinet. Voilà. Et Claude Allègre, alors, moi, j'étais en désaccord total avec lui sur le Et pourtant, j'ai fait l'éloge de François Bayrou la dernière fois. Ça, c'est du Luc Ferry tout craché. Non, mais ça n'empêche pas. Je suis comme Dany. Je suis le dernier des justes comme Dany. Je dis ce qui est bien quand je pense que c'est bien et je dis ce qui est mal quand je pense que c'est mal. Et Claude Allègre s'est trompé sur le climat, mais il s'est trompé pour des raisons qui n'étaient pas absurdes. C'est dommage, mais il s'est trompé pour des raisons qui n'étaient pas absurdes parce que il avait peur que les écologistes utilisent cette question du climat pour casser la logique du progrès, pour revenir en arrière. Voilà. Mais par ailleurs, il a été un ministre de l'Éducation très courageux, et y compris sur la question de dégraisser le mammouth, il avait raison. Voilà. Il nous reste 30 secondes chacun pour parler de Dieu, comme disent les bons profs de philosophie. Vous avez 30 secondes l'un et l'autre pour me dire, puisque ça a été quand même une des idées politiques les plus débattues des derniers jours, s'il y a un référendum, si les Françaises et les Français doivent se prononcer sur un référendum, ça peut faire progresser les choses. Quel est le thème ? Je suis contre le référendum. Alors, je vois pas la question qu'on peut poser ni sur l'immigration. Voilà. Alors, si on peut poser des questions uniquement sur les questions sociétales, est-ce que vous êtes pour ou contre une modification de la loi Leonetti, par exemple ? Ça, c'est faisable, mais c'est pas de la politique. Mais sur le sociétal, je ne veux pas de référendum sur l'immigration. Ça veut rien dire. C'est complètement idiot. Et en plus, on connaît la réponse. C'est quoi le référendum ? Est-ce que vous êtes pour l'immigration illégale ? Ah non, on n'est pas pour. C'est intelligent. Est-ce que vous êtes pour que Macron démissionne ? Oui, on veut que tu te casses. On connaît la réponse. Ça n'a aucun sens, cette idée. Ça permettra juste à Macron de remontrer sa bouille dans les médias. C'est le seul objectif de... Danny Cohn-Bendit. Une idée peut-être,
une idée peut-être. Moi, je suis d'accord sur le scepticisme. Ça fait un certain temps que je suis revenu en arrière sur les référendums, mais une idée peut-être, c'est sur la proportionnelle. Ah, c'est compliqué, tu sais, la proportionnelle, parce que, comme disait Montesquieu... C'est une idée. Oui, mais Montesquieu a raison, il dit le peuple est bon pour choisir ses dirigeants, il est légitime pour le faire, mais pas pour faire une loi. Il y a 40 sortes de proportionnelles. On voit que vous n'êtes pas suisse, Luc Ferry. Vous faites saigner mon cœur de Suisse. Les Suisses votent, référendum, initiative, etc. Voilà. Mais on n'est pas la Suisse, mon ami. Chaque peuple a son génie. Voilà. Il y a 26 cantons en Suisse. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. On se retrouve. Vous revenez la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas.